Bonjour, bonsoir, amis résistants et autres gilets jaunes de tout poil. Alors je vais faire une vidéo pour te démontrer que les gilets jaunes ont obtenu énormément de choses et que ça ne sert pas à rien donc de manifester, ni de se révolter, même si on est dans une période difficile de post-répression, après la répression, donc une révolte réprimée, si tu veux, ça calme un peu. C'est l'histoire, je l'ai déjà raconté, des canuts de Lyon au XIXe siècle, les ouvriers des soieries de Lyon qui se sont révoltés 3 fois et qui ont été réprimés 3 fois dans le sang en 18 ans de temps. Ils se sont fait massacrer, ils se sont fait tirer dessus, ils se sont fait fusiller. Et à partir, tu vois, voilà, tu fais une révolte, tu te fais fusiller, tu te calmes. Voilà, tu penses tes plaies et tu constates ton, euh, comment dire, ton impuissance, pardon. Mais à partir du moment où la révolte est simplement réprimée et qu'il n'y a pas de réforme derrière, l'esprit de révolte est toujours là et ça ressurgit. Alors tu sais pas quand, 5 ans, 10 ans après. Et, euh, et donc les canuts de Lyon, ils ont fait 3 révoltes donc sanglantes en 18 ans. En 18 ans. Nous, on n'en est qu'aux 4 ans. On n'en est qu'à la première révolte réprimée. Mais à la fin de leurs 18 ans, ils sont arrivés à 1848, à la Révolution qui a fait tomber la dernière monarchie. C'est vraiment c'est vraiment ça qu'il faut faire passer, si tu veux, c'est l'obstination. De toute façon, encore une fois, à partir du moment où il n'y a pas de réforme réclamée par le peuple qui s'est révolté, ça va recommencer. Le peuple ne se révolte pas pour s'amuser, ne se sacrifie pas pour s'amuser. Quand un peuple se révolte, en démocratie, entre guillemets, il faut réformer pour calmer absolument le peuple, parce que c'est fondamental. S'il y a révolte, c'est qu'il y a vraiment un besoin fondamental à régler. Donc tu vas voir le bilan, entre guillemets, de ce qu'ont obtenu les Gilets jaunes. Et quelque part, donc même les Gilets jaunes considèrent que ce sont des miettes. On est bien d'accord, ça n'a pas réglé la crise sociale. Et bien au contraire, aujourd'hui, on voit que ce gouvernement de fous qui a fait sécession du peuple français, qui ne s'occupe plus du tout des intérêts du peuple français, mais des intérêts d'une oligarchie, et qui a un agenda qui s'appelle l'agenda 2030, grand reset, passe sanitaire, passe carbone, et, identité numérique, reconnaissance faciale et tout le tralala. Donc le peuple, lui, il se sent en danger. Et réellement, puisque là, tu vois qu'il y a explosion des prix de l'alimentation, je ne parle même pas donc des énergies. Donc il y aura de nouveau une révolte. Quand personne ne le sait, ceux qui te disent au mois de janvier, c'est pas sûr, parce que quelque part, la dernière répression, elle est trop fraîche. Il va falloir que le peuple va encore prendre des coups, faire le dos rond, essayer de se démerder. Et c'est quand ça sera vraiment la goutte de trop, il y aura une étincelle, et là ça recommencera. Et c'est pas dit que ça ne sera pas de nouveau réprimé. Et jusqu'à ce que ça craque, le système, l'oligarchie que nous combattons. Là, je te mets en introduction, malgré tout, une petite chanson d'un pays frère qui combat actuellement l'oligarchie que nous combattons. Il est en première ligne, il combat l'OTAN, c'est bien sûr la Russie. Alors, bien sûr, il n'y a pas de son, on va savoir pourquoi. Pardon. Oh. Alors, normalement, il devrait y avoir du son. C'est étonnant. En plus, elle est plus jolie que Zelensky.
Donc c'est une femme russe qui chante Katyusha, pardon, qui est un chant patriotique. Elle le chante là dans 40 langues, y compris, il y a une phrase en français. Vraiment, c'est un problème puisque nous sommes un pays de l'OTAN, nous sommes dans l'OTAN. Et donc l'OTAN, tu es au courant, fait la guerre à la Russie. Et les Russes, en ce moment, se sacrifient leurs enfants pour briser les reins de l'OTAN en Ukraine. Une défaite de l'OTAN en Ukraine nous donnera énormément d'espoir, énormément de chances de nous-mêmes pouvoir, pourquoi pas, aider à ce combat mondial contre cette oligarchie mondialiste. C'est un chant très simple, c'est comme une poésie. C'est le chant d'une jeune femme dans la belle campagne russe qui va jusqu'aux oreilles du soldat qui garde les frontières. Et à la fin de la chanson, le soldat vivant revient. Alors aujourd'hui, tu entends, bon, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo effectivement sur la Russie. Bon, la Russie est maître du jeu en ce moment, d'accord? On t'explique que les Ukrainiens ont fait une grande offensive. Elle est où leur grande offensive? Les Russes ont reculé là où il fallait reculer. Et à partir du moment où ils ont décidé de ne plus reculer, les Ukrainiens n'avancent pas. Tu es au courant? Von der Leyen, la présidente européenne, vient d'avouer que les Ukrainiens avaient 100 000 morts. Et elle ment. Ils en ont au moins le double. Et donc 200 000 morts, ça fait 200 000, 300 000 blessés. Les amis, force et honneur aux soldats russes. Là, actuellement, donc je sais pas, donc tu as suivi un peu, effectivement, on te dit, oui, les Russes, ils sont dans la panade, ils sont obligés de faire une mobilisation. Ok, les Russes ont attaqué l'Ukraine pour libérer les républiques russophones qui se faisaient massacrer par une armée ukrainienne dirigée par une idéologie néo-nazie. C'est comme ça, ce sont les faits historiques. Et ils ont détruit cette armée, mais effectivement, l'OTAN a totalement pris en charge cette armée. Les cadres sont maintenant, les décideurs sont, c'est pas Zelensky qui dirige l'armée ukrainienne, ce sont les cadres de l'OTAN. Il y a énormément de mercenaires, de conseillers militaires, des milliards et des milliards et des milliards, et des armes à gogo. Et donc les Russes ont vite compris qu'effectivement, non pas qu'ils étaient tombés dans un piège, c'était une sorte d'option pour eux, ils espéraient que l'OTAN évidemment n'irait pas jusque-là, l'OTAN va jusque-là. Et donc à partir de là, ils avaient fait ce qu'ils appelaient une opération spéciale, les Russes. Et donc là, ils sont montés d'un cran, évidemment, et ils ont mobilisé. Ils n'ont pas simplement mobilisé, ils ont mis toute leur économie en mode guerre. La Russie est totalement prête à la grande guerre, ce que n'est pas du tout prêt l'Occident. La France n'est pas du tout prête à la grande guerre, l'Allemagne non plus, même les États-Unis. Les Russes, ils sont prêts. Ils ont attaqué, donc ils ont conquis les républiques russophones, les premières, parce qu'il y en a encore à conquérir. Ils ont les 4 premières républiques russophones, ils les ont conquis avec 200 000 hommes contre une armée ukrainienne de 500 000 hommes. Ce qui est déjà un exploit militaire qui rentrera dans l'histoire militaire. Tu n'attaques jamais en nombre inférieur. Il faut savoir que les Ukrainiens
conseillés par l'OTAN, ont construit une sorte de ligne Maginot. Ils ont fait des villes bunkers. Et ils gardent la population russophone en otage. Ça aussi, c'est très important. Ils font comme Daesh. Ils ont les mêmes conseillers que Daesh. Et donc, les Russes, effectivement, s'ils voulaient vitrifier l'Ukraine, ils pourraient vitrifier l'Ukraine en quelques secondes. Mais ce n'est pas le projet russe. Le projet russe est de libérer des populations russophones d'un régime néo-nazi. C'est pas du tout la même chose, donc ils ne peuvent pas écraser, puisqu'ils sont là pour libérer. Et donc, et c'est pour ça, et en plus, bon, on va dire que les Russes aujourd'hui ont la mentalité, la doctrine d'une armée moderne, c'est-à-dire qu'ils n'envoient pas des millions d'hommes se faire massacrer comme à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Ils font très attention à la vie de leurs soldats. La vie de leurs soldats, quelque part, est plus importante que les objectifs. Et donc, ils avancent patiemment. S'il faut reculer, ils reculent. Le recul de Kherson, il est très simple à expliquer. C'est que les Ukrainiens et l'OTAN bombardaient un barrage stratégique qui allait non seulement inonder toute une partie du sud de l'Ukraine, mais surtout, si ce barrage était explosé et que donc toute l'eau, toute la réserve se vidait, cette réserve, elle alimente un canal stratégique d'eau potable pour la Crimée. Et à partir du moment où les Ukrainiens donc, avaient décidé, l'OTAN, de détruire ce barrage pour reconquérir la partie de Kherson, c'est un peu comme aux échecs, les Russes ont reculé et ont laissé cette partie de Kherson, ce qui fait que les Ukrainiens ne peuvent plus inonder cette partie de Kherson qui leur revient. Donc ils ont dû laisser le barrage, donc le canal qui alimente la Crimée en eau potable est toujours là. Voilà. C'est donc une sorte de repli stratégique qui permet ensuite donc aux Russes de reconquérir, d'organiser leurs réserves, là, donc tous les soldats qui viennent de rappeler. Donc maintenant, ils vont être 500 000 sur place. C'est pas du tout la même chose. Ils sont en train d'envoyer, donc de former tout ce monde-là et d'envoyer les armes qu'il faut, les chars, etc. On voit des images de chars peints en blanc qui arrivent sur zone, c'est-à-dire que là, ça sent l'offensive d'hiver. En tout cas, c'est du camouflage d'hiver. Et donc, depuis, en même temps, l'armée russe, tu l'as vu, détruit le système électrique ukrainien. Alors ce n'est pas pour faire souffrir la population, encore une fois, ils sont là pour libérer la population, mais c'est pour briser la clé de voûte de l'armée ukrainienne. Une armée moderne sans électricité, ça ne tient pas longtemps. Et de fait, alors au centre, autant donc ils ont reculé au nord, les Russes, et puis se sont arrêtés sur leur ligne Maginot à eux, il n'y a plus moyen d'avancer pour les Ukrainiens. Et puis à Kherson, pareil, les Ukrainiens ne peuvent pas dépasser le fleuve. Les Russes ont reculé, mais les Ukrainiens ne peuvent pas, au bout du compte, avancer au-delà de ce que veulent les Russes. Par contre, au centre, l'effort russe est dirigé contre donc la ligne Maginot, contre les villes bunkers. Et depuis, on va dire 2-3 semaines, ils engrangent les victoires. Les villes bunkers, à partir du moment où elles vont craquer, derrière, il n'y aura plus aucune défense, et donc plus d'électricité, plus de logistique, plus rien. Et il se peut que, c'est un signe d'ailleurs, c'est que les Américains, je ne sais pas, depuis quelques jours, commencent à attendre des perches pour négocier avec les Russes. Parce que les Américains, c'est pareil, ils ont leurs états-majors, ils ont bien compris que l'armée russe se préparait à une offensive d'hiver. Donc, les Russes donc, ont une méga armée qui est prête. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le matériel, ils ont le chauffage, l'électricité, l'alimentation, etc.
tandis que la partie ukrainienne vit un enfer. Et, donc, tout est là pour qu'il y ait une rupture du côté ukrainien, hein, que ça craque. Et donc, voilà. Et donc, il est fort probable qu'à terme, à court terme, il y ait une grande offensive russe et qui récupère 4 nouvelles républiques russophones. Voilà. Hein, donc, voilà, pour le point sur ce qui se passe en Russie, évidemment, encore une fois, il lutte contre l'OTAN. Hein, il n'y a pas un seul pays qui est en mesure aujourd'hui de donner une leçon à l'OTAN, à part la Russie. Et vraiment, nous qui sommes en lutte contre l'oligarchie, contre tous ces organismes supranationaux, l'Europe, l'OTAN, l'OMS, responsable du génocide sanitaire, tu peux rajouter le FMI, tu peux rajouter l'ONU, hein, qui est aussi une machine dans les mains malgré tout des Américains, de nos ennemis. Voilà, donc nous avons intérêt à la victoire russe. Voilà, c'est simple. Mais ça ne veut pas dire que les Russes, ils vont venir débouler à Paris pour nous sauver. Hein, ça va être à nous, peuple, de pousser évidemment nos pions, hein, entre guillemets. Alors, je voulais donc... Ouais, elle va peut-être être un peu longue cette vidéo, mais bon voilà, c'était le préambule. Hein. Alors, je voulais effectivement lister vite fait et de manière non exhaustive, hein, c'est-à-dire il n'y aura pas tout, ce qu'ont obtenu très rapidement les Gilets jaunes. Comment te dire? Donc nous considérons que ce sont des miettes, on est bien d'accord. Hein. Mais malgré tout, on peut appeler ça des miettes. Un journal comme Valeurs Actuelles, plutôt à droite, ou Arnaud Montebourg, plutôt à gauche, ont très clairement exprimé le fait que les Gilets jaunes ont obtenu en quelques mois plus que l'ensemble des syndicats en 20 ans. Le gouvernement dit « vous m'avez coûté 10 milliards en concession », et il y en a qui estiment plutôt ça à 17 milliards, hein, parce que ça, en plus, c'est sur le long terme, certaines choses. Donc c'est unique dans l'histoire. Hein. La révolte des Gilets jaunes a été unique dans l'histoire de la Ve République. La répression du gouvernement a été unique dans l'histoire de la République. Hein. C'est la première fois qu'on crève les yeux, qu'on vise la tête des citoyens français. Donc c'est un mouvement historique qui est déjà entré dans l'histoire, qui a une résonance internationale, et je t'en ferai un petit listing tout à l'heure, après ça, là. Et c'est très important, encore une fois, parce que là, typiquement, on voit cette résonance internationale, c'est le signe qu'il y a une résistance internationale contre un projet global, mondialiste. Donc, vite fait, alors, les Gilets jaunes ont obtenu le gel de la TIPP pour 5 ans. La TIPP, c'est une taxe sur le carburant. Nous l'avons obtenue en 2019, elle court sur 5 ans. Donc, le carburant serait encore plus cher. On est bien conscient que tout a explosé, les tarifs alimentaires, les énergies, le carburant, et que ces choses-là ne se voient même pas. Ces gains ne se voient même pas. Mais nous les avons arrachés par la manifestation. C'est pour ceux qui disent que ça ne sert à rien. Nous avons obtenu le doublement de la prime pour l'emploi pour les smicards. Aujourd'hui, quand tu te fais embaucher au SMIC, tu as une prime pour l'emploi d'équivalent, je crois, 260-280 € en plus pendant un an. D'accord? Pour que, effectivement, ton niveau de vie augmente. Parce que si parfois, il y en a qui ont 500 de RSA, plus 250 d'allocation logement, plus une grade par-ci, une grade par-là, et donc tu as du mal à faire la bascule entre une vie d'assistance, et non pas d'assistanat, d'assistance, et
et un SMIC. Donc maintenant, voilà, le SMIC a été revalorisé au bout du compte. Nous avons obtenu la prime de fin d'année défiscalisée. Il y en a beaucoup qui touchent en fin d'année une prime, parfois conséquente, de leur entreprise, qui peut se le permettre parce que l'État ne la taxe pas. Macron appelle ça la prime Macron, mais c'est absolument la prime gilet jaune. Tous ceux qui touchent cette prime devraient l'appeler la prime gilet jaune. Les patrons qui donnent cette prime devraient l'appeler la prime gilet jaune. On nous a dit aussi, on vous a raconté que les gilets jaunes faisaient chier le commerce et l'artisanat. Il y a eu énormément de commerçants et d'artisans dans les premiers mois des gilets jaunes, parce que ce sont les premières vaches à lait de la société. Et je le sais, j'étais commerçant pendant 20 ans. Et là aujourd'hui, ils s'en rendent compte d'autant plus, avec ce braquage à la facture énergétique. Ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui vont faire faillite, qui vont devoir mettre la clé sous la porte avant de faire faillite, et qui sont mûrs pour la prochaine révolte, évidemment. L'annulation de l'augmentation de la CSG sur les retraites de moins de 2 000 €. Force et honneur aux retraités qui sont sortis. Et indexation sur l'inflation de ces retraites de moins de 2 000 €. Je peux dire qu'aujourd'hui, ça leur fait une sacrée sécurité, si on peut dire. Encore une fois, tout s'envole à un bon niveau que... Mais ils ont là, malgré tout, une protection qu'ils n'avaient pas avant les Gilets jaunes. Bon, ils ont annulé aussi l'augmentation d'un contrôle technique, mais depuis, ils se sont rattrapés. Baisse d'impôt sur le revenu pour les premières tranches. Baisse d'impôt sur le revenu pour les premières tranches. Donc plutôt ceux qui travaillent, si tu veux, qui gagnent un peu de sous et qui en plus se font braquer. Alors c'est pas beaucoup, je crois que c'est 180, 350 €, mais dans un budget familial, ça le fait. Défiscalisation des heures sup. Avant, ton patron, il voulait pas que tu fasses d'heures sup parce qu'en plus, il fallait encore qu'il paye derrière des charges pas possibles, etc. C'est terminé, elles sont défiscalisées et elles ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Au bout du compte, ce sont les gilets jaunes qui ont obtenu le travailler plus pour gagner plus. Sarkozy, il est où? Pourquoi il n'avait pas fait ça? Ce sont les gilets jaunes qui l'ont obtenu. Donc voilà, bon, je te dis, c'est non exhaustif. Il avait même encore promis énormément d'autres choses, évidemment, qu'il n'a pas tenu. On est d'accord. Je ne sais pas si tu te souviens, parce qu'il avait fait son grand débat. Alors après le grand débat, il avait dit oui, bon, je vais réformer, plus de démocratie, etc. Du RIC, réduire le nombre des députés de 577 à 433, je crois. Bon, ça n'a pas été tenu, ils sont toujours 577. Parce qu'évidemment, le principe, c'est, dans un sens, on veut bien payer les gens, les députés, tout ce que tu veux, si la France marche bien, que tout le monde progresse, etc. Mais à partir du moment où c'est catastrophe sur catastrophe, crise sur crise, chaos sur chaos, c'est bon, on n'a pas besoin de tous ces branleurs, ni encore moins de les payer une fortune. Voilà. Et donc, vite fait, pour finir, je vais te lister un petit peu les pays qui ont embrayé sur les gilets jaunes. Alors, de manière, et pas du tout avec l'ampleur de ce qui s'est passé en France, on est d'accord. C'était parfois, apparemment, quelques dizaines, parfois plusieurs milliers, tout de même, qui ont manifesté en gilets jaunes dans, je ne vais pas dire dans le monde entier, mais quasiment. Vite fait, je vais faire la liste. Alors, évidemment, en Europe, il y a eu la Belgique, qui a bougé. Les Belges qui sont toujours, il y a toujours des gilets jaunes en Belgique, et même ils ont créé une, je ne sais plus comment on appelle ça, une cellule du syndicat gilets jaunes en Belgique. Donc on a planté des graines, les amis. On a planté des graines. Ça continue, le syndicat gilets jaunes est toujours en activité. Si tu veux, puisque justement il y a plein de bordel, il va y avoir plein de bordel dans les entreprises, va voir ce qui se passe du côté du syndicat des gilets jaunes. Tu tapes sur Internet, tu vas le trouver. Ils sont basés sur Paris, ils ont fait l'effort, ils ont pris, pour le savoir, leur siège social, il est dans le 8e arrondissement de Paris, pas très loin de l'Élysée. Donc ils font l'effort, ils ont payé le billet, le loyer, ils payent un loyer, je crois que c'est dans un bureau partagé, etc. Mais voilà, ils sont à côté des Champs-Élysées. Peut-être le syndicat le plus proche des Champs-Élysées.
Ok, bon bah donc les Belges très bien. Au Royaume-Uni, bah pareil, il y a eu énormément au début, hein, de manifestations avec des gilets jaunes, etc., qui demandaient le Brexit et qui, quelques mois ou années après, ont obtenu le Brexit. Les gilets jaunes ont obtenu le Brexit anglais. Hein, alors bon, toute proportion gardée, mais on y a participé. Hein, et les gilets jaunes sont plutôt Frexit, à ce que je sache. Les gardes, ah, écoute, ça c'est quand même pas mal. Les gardes de la Tour de Londres. Tu vois, monument emblématique, je sais pas, c'est comme si on te disait les gardiens tu vois, enfin, les gardes de la Tour de Londres, quoi, les gardiens du château de Versailles ou du Louvre ou je ne sais quoi, enfin même pas, parce que plutôt la garde républicaine, tu vois, voilà. Les gardes de la Tour de Londres se mettent en grève le 21 décembre 2018. Leur dernière grève avait eu lieu 55 ans auparavant. Ils forment des piquets de grève en étant vêtus du gilet jaune. C'est clair, hein? Ils se disent inquiets pour leur retraite et trouvent leur salaire trop bas. Une manifestation gilet jaune se tient également à Londres contre l'austérité. Ce rassemblement regroupe des travaillistes, des syndicalistes et des militants antiracistes. Donc là, c'est même pas, c'est comme en France. Là, c'est plutôt des gauchistes. Les Brexit, c'était plutôt des droitistes, des gauchistes. Tout le monde met le gilet jaune, hein, pour mettre la pression. Parce que comme les Français, justement, ont manifesté en masse, ont secoué un peu le cocotier, ensuite, tu vas dans d'autres pays, tu vois des mecs qui mettent les gilets jaunes, tu dis merde, ça y est, ça va faire comme pareil chez nous, ça va pas, tu vois. Et ça a mis une sacrée pression. Et ça marche encore aujourd'hui, hein. Si tu as un problème avec une administration ou quoi que ce soit, tu arrives dans l'administration avec trois quatre copains, vous mettez un gilet jaune, tu vas voir, ça va être pas la même histoire. Donc en Allemagne, hein, pareil, le 25 novembre 2018, hein, donc c'est vraiment les Gilets jaunes qui ont lancé le truc, hein. Alors, environ 160 personnes forment une chaîne sur le pont de l'Amitié à la frontière franco-allemande. Donc là, voilà, ils saluent le mouvement des Gilets jaunes, hein. Des manifestations de Gilets jaunes ont lieu à Nuremberg, Munich, Stuttgart, Berlin. Le mouvement est axé contre le pacte mondial sur les migrations. En Bulgarie, un mouvement de protestation anti-vie commençait plus tôt, emprunte le symbole du gilet jaune au mouvement français. Les mecs, c'était déjà en manif, puis ils foutent à la pression des gilets jaunes, hop, ils mettent le gilet jaune en disant gouvernement, c'est bon, nous aussi on y va, hein. Ils s'opposent à la hausse du carburant et demandent la démission du gouvernement. Ce sont de vrais gilets jaunes. Croatie, plusieurs manifestations sont recensées sur différents samedis. Espagne, le 21 décembre 2018, le mouvement des indépendantistes catalans, donc là c'est plutôt à droite, reprend le symbole du gilet jaune pour leur manifestation annuelle. Grèce, une quinzaine de personnes manifestent devant l'ambassade de France en soutien au mouvement des Français. Hongrie, plusieurs gilets jaunes sont présents lors d'une manifestation contre l'assouplissement de la législation sur les heures supplémentaires, le 9 décembre 2018. Irlande, des centaines de personnes participent à un mouvement gilet jaune dans le centre de Dublin contre les échecs apparents du gouvernement. En solidarité avec les manifestations des gilets jaunes français, un groupe appelé Yellow West Island descend dans les rues le 15, 22 et 29 décembre 2018 et les 5 et 12 janvier 2019. En Italie, le mouvement touche le pays sur les réseaux sociaux avec des revendications comme la diminution du prix du carburant et des taxes et des appels à changer l'Union européenne. Le 15 décembre 2018, des manifestants mobilisés contre le décret-loi restrictif sur l'immigration portent des gilets jaunes. Dans le Monténégro, 2000 gilets jaunes, c'est pas rien, se rassemblent le 9 décembre 2018 pour réclamer la libération d'un député d'opposition et l'abandon du mandat d'arrêt envers Milan Knežević. Je ne connais pas le dossier. Pays-Bas, l'âge de départ à la retraite, le prix des mutuelles et l'immigration sont au centre des revendications de Gilets jaunes, le prix du carburant étant secondaire. Pologne, le 12 décembre 2018. Donc le mouvement des Gilets jaunes, c'est le 17 novembre 2018. Ça a déclenché, si tu veux, cette épidémie de Gilets jaunes à travers l'Europe et tu vas voir à travers le monde, hein. Donc le 12 décembre 2018, des agriculteurs polonais en Gilets jaunes bloquent une autoroute près de Varsovie.
Au Portugal, des manifestations de gilets jaunes ont lieu dans le pays le 21 décembre 2018. En Russie, fin décembre 2018, plusieurs gilets jaunes participent à une manifestation contre l'augmentation des tarifs de stationnement à Moscou, qui réunit au total 3000 personnes. En Serbie, alors que le pays a connu des manifestations dans plusieurs villes contre le prix de l'essence en juin 2018, le député Boško Obradović revêt à l'Assemblée nationale un gilet jaune et appelle à manifester le 8 décembre 2018. En Suède, le symbole de gilet jaune est repris par les opposants au pacte mondial sur les migrations lors d'une manifestation le 8 décembre 2018. En Suisse, le 5 janvier 2019, une cinquantaine de gilets jaunes manifestent sur la place fédérale de Berne. Il faut bien comprendre que les ouvriers manifestent non pas contre les migrants, mais contre une émigration sauvage qui détruit le tissu social et économique, qui fait de la concurrence au bas salaire, etc. etc. Et en général, les gilets jaunes, ils savent différencier la cause de l'effet. L'effet, c'est évidemment les problématiques sociales et économiques qu'il y a en France, tous ces réfugiés délabrés qui arrivent en France, mais la cause, c'est bien l'oligarchie, c'est bien le capitalisme, c'est bien, donc surtout la France, l'oligarchie française en Afrique, c'est une catastrophe. Et l'OTAN, l'OTAN bombarde l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie, après tu as plein de réfugiés irakiens, afghans, syriens. Et donc la France et l'OTAN ont détruit la Libye. La Libye, c'était un verrou réel contre l'immigration sauvage des réfugiés africains, appauvri par la politique du franc CFA. Voilà, et Kadhafi l'avait dit, surtout si vous bombardez la Libye, si vous détruisez la Libye, c'est open bar pour les réfugiés. Et maintenant, on se dit, alors, comment ça se fait? Il y a des bateaux de réfugiés qui partent de Libye. C'est d'une hypocrisie totale. Donc, dans le reste du monde, j'y vais vite. Afrique du Sud, plusieurs gilets jaunes participent aux manifestations quotidiennes contre la mauvaise qualité de la vie, mauvaise qualité des services publics. Australie, plusieurs actions de militants habillés de gilets jaunes sont répertoriées en 2018. En avril 2019, le parti d'extrême droite Australian Liberty Alliance se rebaptise du nom du mouvement. Au Canada, le 8 décembre 2018, des manifestations de gilets jaunes rassemblant plusieurs centaines de personnes ont lieu à Edmonton et Calgary pour protester contre l'instauration récente d'une taxe carbone, ainsi que la signature du pacte mondial sur les migrations. Le 5 janvier 2019, une manifestation de personnes portant les gilets jaunes contre l'immigration illégale, contre la taxe carbone et pour le réseau de l'éoduc Trans Mountain a lieu à Manitoba. Au Canada, les gilets jaunes sont considérés comme un groupe d'extrême droite. Enfin bon, tout le monde se fait insulter d'être extrême droite, extrême gauche, antisémite, homophobe et tout ce que tu veux. En janvier 2022, l'un des organisateurs donc, du mouvement des Gilets jaunes au Canada, Patrick King, est un chef de file de la manifestation anti-vaccin Convoi de la liberté. D'accord? Donc les Gilets jaunes, ils ont bougé un truc. D'accord? Tu peux pas dire que ça n'a servi à rien. Ils ont foutu le feu dans le monde entier. Égypte, craignant une contagion révolutionnaire, les autorités égyptiennes restreignent préventivement la vente des gilets jaunes aux particuliers en imposant aux commerçants une demande d'autorisation à la police. En gros, tu n'as plus le droit d'avoir de gilets jaunes en Égypte, tellement ils ont peur. Selon un avocat égyptien spécialiste des droits de l'homme, les autorités égyptiennes auraient prévu de prévenir toute contestation sociale en retardant les hausses de prix prévues en 2019. Les gilets jaunes ont fait baisser les prix en 2019 en Égypte. Et ça, c'est important. Alors, ce sont des détails, évidemment, ce sont des miettes de pain, mais c'est important de montrer qu'il y a une sorte de connivence mondiale qui est prête à une grande révolte mondiale contre le mondialisme, encore une fois, le capitalisme, l'oligarchie, tout ce que tu veux. Et États-Unis, 22 décembre 2018, des gilets jaunes devant le consulat général de France à New York en soutien aux gilets jaunes français. Irak, des centaines de personnes manifestent pour de meilleurs services de première nécessité le 4 décembre 2018 à Bassora en gilets jaunes. Israël,
Un rassemblement de gilets jaunes a lieu le 14 décembre 2018 pour protester contre la vie chère. Une nouvelle manifestation aura lieu le 22 décembre. Et je sais que en Palestine aussi, j'avais vu une photo de Palestiniens dans la mosquée Al-Quds en gilet jaune. Hein, donc là, toi, tu as presque un pont. Encore une fois, comme en France, il y a eu un pont entre les gens de droite et les gens de gauche. Là, tu avais un pont entre les gilets jaunes palestiniens et des gilets jaunes israéliens. En Jordanie, manifestations de gilets jaunes ont lieu en décembre 2018. Ça, c'est en Jordanie, 80% de la population est palestinienne. Au Liban, plus d'1 millier de manifestants, certains vêtus de gilets jaunes, descendent le 23 décembre 2018 dans les rues de Beyrouth pour protester contre la crise. Au Maroc, l'Union marocaine des techniciens, donc un syndicat, appelle les techniciens à porter des gilets jaunes durant les heures de travail à partir du 17 décembre 2018 pour une semaine de la colère. Le 10 janvier 2019, des centaines de commerçants manifestent en gilets jaunes contre le nouveau système de facturation concernant leurs transactions. Pakistan, environ 2000 ingénieurs fonctionnaires manifestent le 16 décembre 2018 à Lahore pour réclamer une hausse de leur salaire en enfilant un gilet jaune, les fonctionnaires. Taïwan, les partisans de la Ligue de réforme fiscale et juridique qui manifestent à partir de décembre 2016 contre certaines taxes arborent pour la première fois des gilets jaunes lors d'un rassemblement regroupant quelques 10 000 personnes. Tunisie, le mouvement apparaît à la mi-décembre 2018. Après avoir porté les gilets jaunes, des manifestants utilisent la couleur rouge des gilets pour faire référence au drapeau national et en raison de la pénurie de gilets jaunes. Écoute, le 13 du mois, un des fondateurs du mouvement tunisien est arrêté par la police et 50 000 gilets jaunes environ sont saisis par la police. Tu vois la bombe. Turquie, malgré l'interdiction de manifester, plusieurs milliers de personnes se réunissent le 16 décembre 2018 en gilets jaunes contre la hausse des prix et à l'appel de la Confédération des syndicats des travailleurs du service public de Turquie. En Algérie aussi, ils ont fait une révolution carrément. Et au départ, il y en a qui avaient des gilets jaunes. Après, ils ont embarqué, ils se sont fait à leur sauce, à l'algérienne, mais j'ai envie de dire pour la première fois de manière non violente. Et en 1 an de manifestations tous les vendredis, c'est le vendredi, ils ont fait tomber un pouvoir, un général qui était en place depuis 25 ans. Alors après, évidemment, tu vois, tous ces mouvements, y compris le mouvement algérien, on s'est fait, et donc les gilets jaunes en France, on s'est fait rattraper par le confinement et cassé en deux, et par la répression, et par l'écrasement des sociétés civiles par le confinement. Mais voilà, écoute, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que ça dure un petit peu, mais voilà, c'est pour dire que c'est pas vrai que les gilets jaunes n'ont rien obtenu. Non seulement ils ont obtenu des choses que personne n'avait jamais obtenues avant, que on est vraiment des sales gosses puisqu'on dit c'est pas assez. On veut surtout de la réforme démocratique, on veut du RIC, on veut intervenir dans le débat politique, etc., etc. Mais on a allumé une mèche de contestation internationale. Je crois que c'est la première contestation internationale de l'histoire de l'humanité. En même temps, partout, dans tous les pays, il y avait le feu. Les présidents, ils appelaient Macron en disant « Mais c'est quoi ce bordel ?» Donc les amis, comme d'habitude, on lâche rien. À très bientôt.